Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Le chef de l'État est de retour au pays après sa participation au dernier sommet ordinaire de l'Union africaine. Également dans l'actualité, Angela Merkel sauve in extremis son gouvernement en Allemagne. C'était le sommaire, bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a donc regagné hier soir la capitale au terme de sa participation au 31e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a eu lieu du 1er au 2 juillet à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Au cours de cette rencontre, les dirigeants africains ont débattu des questions relatives à l'intégration économique, à la promotion de la paix et de la sécurité, de la mise au pas de la corruption, des sujets qui constituent des objectifs primordiaux de l'action du gouvernement djiboutien. Le chef de l'État est intervenu à ce sommet pour exprimer sa vision et ses espérances. Le président Guelleh s'est déclaré partisan d'une Afrique pacifiée, étant parvenu à assurer son développement économique et où il fait bon vivre. Il a exprimé son souci de voir partout primer le dialogue pour résoudre de toutes les difficultés, avisant que l'extrémisme et la violence ne sont pas des solutions. En matière de coopération, le chef de l'État a précisé qu'il est en faveur d'un partenariat économique gagnant-gagnant, faisant du développement des infrastructures de base une priorité. Outre sa participation au sommet, le président Guelleh a eu une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues africains, dont le président du pays hôte, Mohamed Ould Abdelaziz, et le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema. Il eut aussi un entretien en aparté avec l'ex-premier ministre Haïlé Mariam Desalegn éthiopien, une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed, a accompagné le chef de l'État dans le cadre de ses déplacements à Nouakchott en Mauritanie. A noter également la présence au sein de la délégation conduite par le président Guelleh en Mauritanie, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah Abane. Les journalistes accompagnant cette délégation à Nouakchott ont pu interviewer le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, sur le bilan de la rencontre du sommet. Du 31e sommet de l'Union africaine est en train de se terminer. Aujourd'hui, les questions de paix et de sécurité ont été donc tablées pour les délibérations. Hier, la question de la lutte contre la corruption a également pris une grande partie des heures de délibération que le 31e sommet a pu donc avoir. La question de la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, a également été débattue par les chefs d'État. Le président de la République a lui prononcé un discours relatif à ces deux points, le point sur la ZLECA et celui de la position commune africaine vis-à-vis des négociations qui vont débuté au mois d'août dans le cadre du partenariat ACP-UE. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union africaine a pu avancer sur les questions de paix surtout, sur un certain nombre de dossiers, notamment la question du Sud-Soudan, la baisse de tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les propositions de dialogue qui sont faites des deux côtés. Il y a la question de la Libye qui reste encore une question pendante, mais je crois qu'il y a des propositions. Le Haut Comité de l'Union africaine chargée de la question de la Libye, présidé par le président Sassou Nguesso de Congo, a fait un rapport donc au Conseil de paix et de sécurité, rapport qui a été également soumis à l'Assemblée des chefs d'État. Des discussions et des délibérations également sont actuellement en cours sur ce dossier. Globalement, le sommet de Mauritanie aura fait avancer deux grandes questions importantes, celle de la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, où déjà un certain nombre de pays ont déposé les instruments de ratification de ce traité, et la question de la lutte contre la corruption. Cette question également a fait l'objet de débats et de discussions, et surtout, à l'issue de ces délibérations, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises pour faire en sorte qu'il y ait un mécanisme de suivi, un mécanisme qui permette la lutte contre la corruption à l'intérieur des États
et à celle qui est transnationale. Je crois que le point, l'on a pointé du doigt le rôle des multinationales qui jouent donc ce rôle central dans l'expansion de ce phénomène qui gangrène les économies africaines. Enfin, nous avons également, sur le plan de la paix et de la sécurité, évoqué la question de la crise qui oppose Djibouti à l'Érythrée. Et nous avons souhaité que l'Union africaine continue à être saisie de ce dossier pour qu'il y ait une solution acceptable pour les deux parties, à l'instar de ce qui se passe en ce moment entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Nous pensons que notre propre problème avec l'Érythrée ne doit pas être passé sous silence et qu'il fallait maintenant que les prisonniers djiboutiens qui sont toujours détenus en Érythrée soient libérés et que la question de la démarcation de la frontière également puisse être faite rapidement, bien entendu avec l'accord des deux parties et par le biais d'un arbitrage d'une tierce partie, soit la Cour de justice internationale ou d'autres instances qui peuvent, même instances africaines qui peuvent prendre la responsabilité d'avancer sur ce dossier. Voilà globalement un certain nombre de questions importantes pour le continent jusqu'à ce que le prochain sommet puisse se dérouler à Addis Abeba en janvier 2019. Les différents organes de l'Union vont suivre et mettre en application toutes les résolutions et les décisions qui seront prises donc par les chefs d'État à l'issue de ce 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient actuellement à Nouakchott, en Mauritanie. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de travail sur le transit et le transport des marchandises entre trois groupements régionaux, les pays membres du marché commun de l'Afrique de l'Est ou COMESA, de la SADC pour l'Afrique australe et les pays d'Afrique centrale, la EAC, s'est ouvert ce matin à l'hôtel Les Acacias. La rencontre s'est organisée par le ministère des Transports et de l'Équipement. Elle a pour principal objectif de faciliter le système de transport et de transit des marchandises entre les pays membres de ces trois ensembles ou regroupements économiques. Il s'agit bien donc d'harmoniser les règlements et procédures pour faciliter le transport des marchandises par voie routière entre États frontaliers. La réunion a été coprésidée par le secrétaire général des Transports, Saïd Nouh, et le secrétaire général du Commerce, M. Ali Daoud. Elle a vu également la participation de plusieurs hauts responsables djiboutiens et représentants des entités concernées dans l'administration éthiopienne, ainsi que les opérateurs du secteur privé. Le transit et le transport routier des marchandises entre pays de la sous-région constituent une priorité du gouvernement qui veut faire de Djibouti un important centre commercial, financier et logistique, a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Je vous propose de le suivre. Donc, de la tripartite, si je me permets de rappeler, et de faciliter le développement d'un marché régional de transport routier plus compétitif, intégré et libéralisé dans la région donc concernée par la tripartite. Aujourd'hui, la tripartite a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques, les lois, les règlements, les procédures et les normes en matière de transport routier, transfrontalier et de transit. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est suite à une étude qui a été faite ici à Djibouti en 2016 pour évaluer à quel point notre pays se situe par rapport aux normes qui ont été convenues au niveau de la tripartite. Santé à présent, où le centre Dr Shakib Saad de radiologie et de lutte contre la tuberculose est en pleine activité. Grâce à l'acquisition d'un nouvel appareil radiographique numérique, les opérations de contrôle s'accélèrent. Cet appareil est entré en service il y a juste une semaine. L'appareil de radiographie de dernière génération vient de renforcer les activités du service et double ses capacités opérationnelles de production en imagerie médicale. Une politique de renforcement des plateaux techniques et de modernisation des équipements médicaux a été mise en œuvre par le ministre de la Santé. Tous les hôpitaux du pays donc ont doublé leur capacité de prise en charge des
malades. Eh bien, le docteur Mohamed Ousmane, pneumologue et directeur technique de l'hôpital Chakib Saad, nous a expliqué les avancées enregistrées depuis la mise en service de ce nouvel appareil de radiographie. L'hôpital Dr Chakib Saad a depuis ces dernières années connu une augmentation de ses activités en termes de prise en charge des patients, et on a eu l'occasion également d'améliorer notre capacité de diagnostic, notre équipement, par l'acquisition de nouveaux appareils tels qu'un nouvel appareil de radiologie et la modernisation de notre ancien appareil par sa transformation en appareil numérique. Cela a amélioré la qualité de nos radios, parce que ici on travaille surtout avec la radiographie thoracique, et pour mieux voir le poumon on avait besoin de cette radio numérique, avec moins de risques aussi pour le personnel qui travaillait à la radio. Donc avec la rapidité de filtrer, de faire rapidement des radios avec la radio numérique, on a accéléré le temps de passage de patients dans la salle de radio. Et ça nous a permis également de prendre en charge plusieurs patients. Aujourd'hui, à l'hôpital Chakib Saad, c'est exceptionnel d'avoir des patients à qui on donne des rendez-vous. Cette cérémonie de fin de travaux de réhabilitation de l'école primaire de Damerjog s'est déroulée dans cette localité. Une cérémonie pour célébrer cet événement en présence du sous-préfet de Damerjog, des militaires des forces armées françaises stationnés à Djibouti, et la population de cette localité de Damerjog ont été conviés donc aux travaux qui ont été exécutés par une entreprise locale avec le soutien des FFDJ et de la population de Damerjog. Les forces françaises stationnées à Djibouti donc ont réhabilité cette salle de classe dans la petite localité de Damerjog, à la sortie donc de Djibouti et non loin de la frontière somalienne. Nous voici réunis aujourd'hui à Damerjog. C'est tout le sens de notre action aujourd'hui, à l'école publique de Damerjog, où nous sommes réunis pour l'inauguration d'une salle de classe entièrement rénovée et équipée, afin d'aider les écoliers à étudier dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse est le sourire de l'avenir, disait Victor Hugo. Et je crois que dans ce message et dans cette citation, vous comprenez finalement quelles sont nos priorités et également l'intérêt que ça peut représenter pour l'avenir de Djibouti et la jeunesse. Écoutons à présent le sous-préfet de cette localité de Damerjog. Particulièrement heureux aujourd'hui d'être parmi vous à l'occasion de l'inauguration des salles de classe et d'œuvrer de matériel nouveau pour leur ameublement. Cette citation consiste à rénover et à rendre neuf ces salles de classe, mérite d'être félicitées solennellement avec enthousiasme. Par ses appuis, l'FDJ contribue au développement de notre région de Damerjog et nous soutient vivement que cette action importante puisse se poursuivre dans le temps. Je suis convaincu que ces relations partenariats vont continuer durablement pour leur consolidation. Le travail est déjà réalisé, est considérable et inscrit dans la bonne direction. La population de la région de Damerjog est satisfaite de votre contribution et vous souhaite la bienvenue. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Et nous entamons avec le G5 Sahel à Nouakchott. Le président Macron affiche de la fermeté face donc aux djihadistes. Et oui Ali, une grande partie du 31e sommet de l'Union africaine donc, qui s'est tenu en Mauritanie a été consacrée aux attaques terroristes des derniers jours. Les 5 chefs d'État du G5 Sahel se sont enfermés pendant 2 heures avec Emmanuel Macron pour réfléchir à la réponse à apporter aux djihadistes
qui ont frappé, rappelons-le, le QG de la force conjointe du G5 vendredi dernier au centre du Mali. Et Emmanuel Macron donc a dénoncé la barbarie des djihadistes qui ont causé la mort de 7 civils maliens à l'occasion des 2 attaques qui ont survenu donc vendredi et dimanche dernier. Et l'un des soucis, Ali, d'Emmanuel Macron, c'est le manque de confiance qui s'est longtemps manifesté entre les 5 chefs d'État du G5 Sahel. Cependant, aujourd'hui, les Français veulent pourtant croire que la confiance est revenue et que les 5 pays du Sahel vont enfin mutualiser leur groupe. Un autre problème, Ali, est le financement de ce G5 Sahel et aussi des autres forces de paix sur le continent africain. Les missions actuelles des Nations Unies en mauvaise presse. Une nouvelle idée fait alors son chemin, une force africaine pérenne qui serait financée à 75% par la communauté internationale et à 25% par les Africains eux-mêmes, verrait le jour. Une force donc coup de poing qui ne resterait qu'un an ou 2 sur un théâtre d'opération qui serait plus efficace que les opérations actuelles de l'ONU. Reste néanmoins à convaincre Donald Trump de la pertinence de ce nouveau schéma. Et nous enchaînons avec cette information auprès de 170 migrants donc, ont disparu en Méditerranée en 72 heures. Et oui, Ali, il y a un nouveau drame donc encore une fois en Méditerranée. Au moins 63 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur canot pneumatique dimanche, donc a indiqué le porte-parole de la marine libyenne. 41 migrants ont pu être sauvés parce qu'ils portaient des gilets de sauvetage. Les rescapés ont indiqué que 104 personnes étaient à bord de l'embarcation qui a coulé au large de Garabouli, à quelques 50 km à l'est de Tripoli. En plus de 41 rescapés, un navire des gardes-côtes libyens a accosté également hier à Tripoli avec à son bord 235 autres migrants, dont 54 enfants et 29 femmes, secourus dans 2 autres opérations dans la même zone. Cette région, Ali, est devenue depuis quelques mois le principal point de départ de canots pneumatiques surchargés de migrants qui veulent tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Italie. Selon l'OIM, le bilan des derniers jours porte à 1000 le nombre de morts en Méditerranée en 2018. Plus de 1000 migrants ont également été secourus ou interceptés par les gardes-côtes libyens depuis vendredi dernier. Une fois à terre, ces migrants sont transférés par les autorités libyennes vers des centres de détention. On le disait en titre, le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, en conflit avec la chancelière Angela Merkel sur la politique migratoire. Ahmad a annoncé donc hier soir avoir conclu un accord sur le sujet. Et oui, c'est le ministre allemand de l'Intérieur, donc leader du parti conservateur bavarois, qui a renoncé donc hier à des menaces de démission après quelques heures de discussion avec l'Union chrétienne démocrate de la chancelière Angela Merkel. La veille, il avait offert sa démission, faute de pouvoir à ses yeux trouver un compromis avec Angela Merkel. Et il s'était finalement ravisé et avait proposé une dernière tentative de négociation. Et à l'origine, donc, le ministre de l'Intérieur avait demandé le refoulement à la frontière de tous les migrants enregistrés dans un autre pays, mais Angela Merkel a refusé au nom de la cohésion européenne et pour éviter un effet domino sur le continent. Le troisième partenaire de la coalition gouvernementale, le Parti social-démocrate, doit toutefois encore dire s'il accepte les termes de l'accord qui ont été discutés il y a quelques jours. Et nous terminons avec le Thaïlande. Après 9 jours, Ahmad, les ados disparus dans la grotte sont retrouvés sains et saufs et vivants. C'est un heureux dénouement effectivement en Thaïlande. Après plus d'une semaine de recherche, les secouristes ont retrouvé un groupe de 12 enfants et leurs footballeurs, entraîneurs de football, bloqués au fond d'une grotte. Ils sont tous vivants, heureusement, extrêmement affaiblis. Ils reçoivent les premiers secours. Les secouristes ont pu les atteindre grâce à des progrès très difficiles au sein de la grotte en partie inondée. Des commandos de la marine thaïlandaise ont retrouvé donc les 12 enfants. Et le gouverneur de la province de Chai Rai, où se trouve la grotte, l'a annoncé lui-même. Il a précisé que tous les membres du groupe présentaient des signes de vie. Ils vont être soignés dans un premier temps au sein de la grotte avant d'être évacués par hélicoptère dès qu'ils pourront être transportés. La partie n'est donc pas encore totalement gagnée à Ali, mais les Thaïlandais se réjouissent néanmoins de cette première victoire. Toute la population s'était mobilisée lors de prières bouddhistes collectives pour invoquer le salut des enfants et de leurs entraîneurs. Avant de refermer donc ce journal, un mot de sport pour clôturer cette information internationale.
Et oui, le Brésil, donc, nous allons parler de la Coupe du Monde en Russie à Lille. Le Brésil s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en s'imposant 2-0 contre le Mexique. Et l'inévitable Neymar a ouvert le score juste après la pause sur un centre de Willian. C'est le deuxième but inscrit par l'attaquant du PSG dans ce mondial. Et en fin de match, la star brésilienne a grandement contribué au but de Firmino qui a libéré tout un peuple. Solide défensivement, le Brésil se qualifie logiquement. Quant au Mexique, il quitte pour la 7e fois d'affilée la Coupe du Monde au stade des 8e de finale. Les Belges, quant à eux, sont les miraculés. Un but de Nasser Chadli dans le temps additionnel permet à la Belgique de se qualifier pour les quarts de finale au terme d'un match complètement fou, car les Japonais ont mené 2-0, 2 buts inscrits coup sur coup au début de seconde mi-temps. Mais les Diables Rouges, les Belges, se sont réveillés à la 69e minute grâce à une tête. Donc après 5 minutes plus tard, le but de l'égalisation sur nouvelle tête, cette fois de Marwan Fellaini, qui venait de rentrer sur la pelouse. La Belgique finalement l'emporte au forceps et va au quart de finale. Comme en 2014, elle affrontera le Brésil. Merci Ahmed Ahmed pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.